les conséquences sur la France. Loïc Le Floch-Prigent, vous êtes avec nous. C'est une figure, disons, des milieux d'affaires français. Est-ce que tout ça est une mauvaise affaire pour la France ? D'une manière générale, on était déjà bien parti pour le protectionnisme américain, avec Trump d'abord, puis ensuite avec Biden, et nous n'avons pas pris encore la mesure de ce qui nous arrive. Alors, est-ce que le réveil de l'élection de Donald Trump va être salutaire ? Je l'espère. Mais il y a quelques jours, vous avez vu que Monsieur Ménégo, président de Michelin, a dit « Mais voilà, je ne peux pas tenir aujourd'hui parce que il y a 2 usines, mais peut-être d'autres dans le futur, qui ne peuvent pas rester en France. D'une part parce que notre coût de l'énergie est le double de celui des États-Unis, d'autre part parce que nous avons une masse salariale énorme, parce que nous avons des charges trop importantes, et enfin parce que la Chine et les pays asiatiques nous font une concurrence telle que nous ne pouvons pas rester là. Donc c'est une partie de l'économie européenne qui vacille depuis l'entrée de la Russie en Ukraine et l'augmentation importante du prix de l'énergie pour les entreprises. Déjà, la chimie allemande considère qu'elle n'a plus beaucoup d'avenir en Allemagne, la chimie française bien évidemment aussi. Donc on a un réel problème devant nous, c'est celui de nos coûts, de notre compétitivité, et que nous n'avons pas réglé. Le problème que nous avons essayé de régler, c'est celui de l'environnement et des taxes d'environnement et des difficultés. Vous posez... Voilà. Vous posez les termes, vous posez très bien les termes. Effectivement, est-ce qu'il va tenter de plumer les Européens ? Le vin français. Il y a une obsession de Trump pour le vin français. Il y a cette scène qui est très bien rapportée par François Hollande, où il appelle François Hollande, je crois que c'est au début de son mandat, et il se fiche littéralement de lui. Mais on ne sait pas très bien qui se moque de qui. Il lui dit « Ah, j'adore vos vins, les vins français, ils sont comme ça, etc. » Mais en fait, tout ça, c'est pour le taxer au maximum. Oui, mais c'est ce qu'il dit quasiment à longueur de journée, Donald Trump, là-dessus. Mais là, il est au pouvoir. Il est revenu au pouvoir. Oui, voilà. Mais alors, il le dit pour les Chinois, effectivement. Là, on peut comprendre parce qu'il y a évidemment une concurrence commerciale énorme. Et puis, on sait que les Américains sont tournés vers l'Asie et puis qu'il y a aussi le problème de Taïwan, etc. Mais également avec les alliés. C'est-à-dire qu'encore une fois, on en revient à l'art du deal, au business. Et si c'est dans l'intérêt que Donald Trump croit voir pour son pays, il le fera effectivement sans état d'âme. Mais pardon, on en parle un peu légèrement parce qu'on est à Washington, oui. C'est tout ça, c'est très sympathique, mais la France est dans une situation financière dramatique. On a en ce moment à l'Assemblée nationale un psychodrame. Si la France doit encore se saigner pour payer des droits de douane encore plus importants, on parlait tout à l'heure aussi de l'engagement militaire, c'est un problème. C'est pas la France qui paye les droits de douane, c'est le consommateur américain. Ça, la France n'a pas. C'est le consommateur américain. Mais les exportations beaucoup moins faciles pour le vin, pour tout le reste. Tout ça, à l'arrivée, c'est l'économie française. Ça pose un problème. Cela étant, dans les échanges entre l'Europe et les États-Unis, la France n'est de loin pas le pays européen le plus actif sur le marché américain. Les Britanniques, les Allemands sont bien. Les Pays-Bas sont bien devant nous de ce point de vue-là. Mais évidemment, c'est une mauvaise nouvelle. Alors c'est assez amusant parce que chaque fois que les Américains veulent imposer des droits de douane aux Européens, donc ils choisissent dans chaque pays une spécialité et ils frappent la spécialité. Et nous, c'est toujours le vin et le champagne. Mais tous les pays souffriront de la même politique. Une vision du monde. Certains disaient Biden est peut-être le dernier président européen, c'est-à-dire que Obama s'intéressait déjà beaucoup moins à l'Europe. Kamala Harris, je crois qu'elle connaît très mal l'Europe. En réalité, elle a peu d'attaches historiques. Et Trump aussi. En réalité, les États-Unis, petit à petit, et l'échange de biens le confirme, petit à petit s'éloignent de l'Europe. Oui, mais vous savez, qu'est-ce que c'est que les Américains, si ce n'est des Anglais catapultés de l'autre côté de l'Atlantique, qui tournent leur dos progressivement depuis des siècles sur le vieux continent et qui ont développé, vous savez, c'est ce que Freud appelait la tyrannie des petites différences. Le plus proche on est d'un peuple et le plus on l'aime de moins en moins et on lui garde une certaine amertume et peut-être un petit dégoût. Et c'est ce que les Américains ont parce que, vous le rappelez très bien, c'est pour Trump mais aussi pour les présidents américains en général, ils se rendent compte qu'on pèse de moins en moins lourd. Il y a un
article de Politico mondiale. qui est très bien fait, qui dit en gros, pour beaucoup d'Américains, l'Europe c'est sympa pour les vacances. Voilà, c'est ce que mais pense nous sommes un continent, un certain nombre musée d'élites à ciel américaines. ouvert aujourd'hui. Mais donc, soyons peut-être moins emphatiques. La réalité, tout simplement, c'est que pour les Américains, comme cela a été dit par Obama, l'avenir du monde se jouera entre Los Angeles et New Delhi. Parce que c'est là qu'il y a la menace centrale. Sur l'autre océan. La menace centrale, c'est la Chine, et c'est là qu'il y a aussi les potentialités de croissance. De surcroît, il y a une modification démographique aux États-Unis qui fait que la côte Est pèse de moins en moins à la fois dans l'économie et même parmi les élites américaines. Donc il y a une évolution qui est normale, qui éloigne petit à petit les États-Unis de l'Europe. Il n'y a là, je crois, rien de vraiment dramatique, mais c'est d'une certaine manière inévitable. Là, écoutez, je crois qu'il boit que du Diet Coke, mais enfin, il parle du vin, il parle beaucoup du vin français. Écoutez-le plus précisément. Pardon ? Et les voitures allemandes. Oui, alors il y a une fixette sur les voitures allemandes. Là, les Allemands s'attendent à des heures difficiles. Mais le vin français d'abord. Je ne veux pas que la France impose des taxes à nos entreprises, c'est vraiment injuste. Et s'ils le font, nous imposerons des tarifs douaniers sur leur vin ou nous ferons autre chose, des tarifs douaniers comme ils n'en ont jamais vu. Je n'aime pas ça, c'est à nous de leur imposer des taxes, pas à la France de nous imposer des taxes. La France a créé une taxe sur nos entreprises. Vous le savez. Et ce n'est pas bien, il ne fallait pas faire ça, il n'aurait pas dû faire ça. Donc peut-être que je vais taxer leur vin, j'ai toujours préféré les vins américains aux vins français, même si je ne bois pas de vin. J'aime leur apparence, d'accord ? Les vins américains sont super. Voilà, j'aime l'apparence du vin, je ne sais pas ce qu'il entend exactement, c'est la robe qui lui plaît. Oui, ça fait partie ça fait partie. Non, mais là, à part ça, l'idée du rapport de force ici est très dure. Totalement. Dure. Il a une vision totalement uniquement transactionnelle des relations internationales, et il n'a pas d'attachement culturel envers qui que ce soit. Quand il est venu à Paris, nous avons découvert qu'il était totalement ignare. Il n'avait pas la moindre idée de l'histoire de l'Europe, mais vraiment. Et donc, il n'a pas le moindre attachement culturel. Il ne lit pas. Il a sans doute jamais lu un roman quel qu'il soit. Donc voilà. Brigitte Macron raconte de manière très drôle comment l'épouse de M. Trump dit on va voir la Sainte Chapelle. Il dit non, on va faire du shopping, on va pas s'ennuyer à la Sainte Chapelle. Hein. Oui, il avait adoré le défilé du 14 juillet. D'ailleurs, il voulait faire la même chose à Washington. Ça n'a pas été possible. Mais ce qui est spectaculaire quand même dans les déclarations de Donald Trump, c'est que c'est toujours à sens unique. C'est-à-dire, il dit la France ne peut pas appliquer des taxes sur les produits américains, mais lui, il parle avec le plus grand des naturels d'en appliquer à la France en l'occurrence, mais à tous les autres pays. Il ne veut pas qu'on fasse aux États-Unis ce que lui menace régulièrement de faire. Et ça, c'est la puissance. Voilà, il a la force de frappe qui lui permet de faire ça. Est-ce qu'une part de cela vous plaît ? L'Europe n'ose plus être un empire, elle n'ose plus être une puissance. Il y a certaines réactions africaines qui sont très intéressantes ce soir. Des dirigeants africains qui souvent n'aiment pas particulièrement les anciennes puissances coloniales, qui n'aiment pas les Occidentaux, mais ils paient leur tribut à Trump parce que lui, il fait peur. Lui est une puissance, alors que la France n'ose plus l'être. Le pauvre président Bazoum qui est abandonné dans je ne sais pas quel coin, le pauvre. Il est toujours dans ça. Les États-Unis assument d'être une puissance contre les autres. Est-ce que ça vous plaît ? En tant que Français, ça me désole plus qu'autre chose parce que, et je pense que c'est Monsieur Colissimo qui le soulignait si bien sur votre plateau, il y a quelques jours, on a perdu le goût de la grandeur. Je pense qu'on bénéficie d'une certaine manière depuis 7 ou 8 décennies du parapluie sécuritaire américain. La menace de la guerre n'existe plus depuis 45, en tout cas pas une guerre qui nous menace directement dans nos intérêts vitaux. Et donc nous avons bénéficié de ce temps-là, profité de la paix, peut-être que nos ancêtres en avaient raison, pour construire une société sociale très attirante, etc. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que le désengagement américain nous met face à une évidence qu'il faut que maintenant, c'est la grandeur qui va de nouveau compter. Nous avons des adversaires qui n'étaient pas présents ou beaucoup moins présents, beaucoup moins puissants il y a juste 10, 20 ou 30 ans, que ces États-là, ces intérêts-là menacent les nôtres et qu'on ne peut plus compter sur une protection américaine. Aujourd'hui, la grandeur militaire, économique, industrielle redevient essentielle. Le problème, c'est qu'une grande partie de la culture
grandeur française aujourd'hui trouve encore que ce mot est un gros mot. Et d'ailleurs, beaucoup de notre oxygène public, notamment dans le monde de l'académie, nous explique que la grandeur française, en fait, était quelque chose de terrible dans notre passé. Il faut s'excuser constamment, non seulement de l'empire, de l'histoire, des conquêtes, et bien sûr qu'il y a une part de vérité dans les crimes de toute nation, mais aujourd'hui, on a besoin d'un tel élan si on veut remplir le vide laissé par les Américains.